Alors, on a une turbulence qui se fixe par moment. On est quasiment à la limite de la haute résolution, là, quand ça se fige, voilà. Là. Alors, ce qui est intéressant avec Copernic, c'est qu'il rayonne beaucoup. Si je remonte, on peut en voir les traces qui vont très très loin. Donc Copernic, on est à peu près dans les 90, moins de 100 km de diamètre. Donc vous vous rendez compte un petit peu le rayon de la trace des impacts. Alors il a une très très belle forme. Il forme un très très beau cirque, avec à l'intérieur un piton rocheux. Alors il faut imaginer, au moment de l'impact, quand le météorite a tapé, qu'est-ce qui s'est passé la, la, la matière rentre en fusion, et il se passe exactement le même phénomène que, imaginez, on prend une bille et on la lance dans de l'eau, dans une mare d'eau. Ça va faire des impacts, et surtout au milieu, juste après l'impact, on va avoir un retour de l'eau qui va former ici un piton rocheux. Alors c'est pas de l'eau, c'est de la roche qui va venir se solidifier au fur et à mesure, et donc là on peut voir les résidus du piton rocheux qui s'est formé après l'impact. On a aussi des murs qui sont très très bien formés, très bien distincts. Donc là on est au bord du terminateur, et on a vraiment le jour qui est en train de se lever à l'intérieur même de Copernic. Si on revient demain, s'il fait beau, Copernic sera beaucoup plus éclairé, le soleil sera monté au-dessus de Copernic. Si je zoome encore un petit peu, je pense que ça risque d'être trop, mais on peut venir voir. Donc là on voit bien le phénomène de turbulence, et là on est vraiment... Par moment, on peut avoir des trous pour faire de l'imagerie, et là on est vraiment à la limite de pouvoir faire de la haute résolution. Il ne manquerait pas grand-chose. Il manquerait pas grand-chose, un petit trou de quelques minutes pour pouvoir faire une belle image de Copernic. D'ailleurs, on le voit par moment en même temps que je parle. Il y a des moments où ça bouillonne, et puis d'autres moments, hop, on voit plus de détails apparaître. Je vais essayer de retoucher très légèrement la mise au point, mais... Rien par là. Alors. C'est très délicat parce que forcément on est perturbé par la turbulence atmosphérique. L'œil se fait tromper. Donc il faut essayer de regarder l'image dans sa globalité pour essayer de trouver le meilleur compromis. Si je vais trop loin, bien sûr, hop, ça va s'empâter. On est vraiment à la limite là. On peut voir qu'il était recouvert, en fait, il n'y a plus que les bords, et puis finalement c'est relativement plat à l'intérieur, contrairement à Copernic. La Clavius, il s'est fait lisser par le temps, la matière est venue remplir le cratère. Mais par contre, on peut voir un phénomène assez amusant, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, je vous marque à l'écran avec les effets de montage, c'est qu'en fait on a eu des multiples impacts qui forment un arc de cercle, avec, ça fait un peu les Dalton, du plus grand au plus petit, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, en formant un arc de cercle parfait. Donc il est vraisemblable que ce soit des débris de météorites qui étaient ensemble, qui se suivaient dans l'espace, et qui sont venus frapper la surface de Clavius les uns derrière les autres à la queue leu, formant cet arc de cercle assez original. Zoomons légèrement. Voilà. Si ça pouvait se calmer très légèrement, ce serait parfait. Est-ce que j'arrive à faire mieux? Alors on reprend relativement régulièrement la mise au point. Parce qu'on peut avoir des surprises des fois en quelques minutes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on peut voir qu'il y a une multitude d'impacts, bien sûr, à l'intérieur de Clavius. Depuis, il a vécu, il n'est pas tout jeune, et donc on a plein de petits cratelets qui sont venus impacter la surface à l'intérieur. Ce qui est
très agréable quand on fait de l'astronomie, c'est le calme. Je sais pas si vous l'entendez. Vous entendez ce calme? Et c'est souvent ce qui plaît aux astronomes. Le fait de se poser la nuit. Il n'y a plus personne, tout le monde dort. Et puis nous on regarde en l'air. On est un peu comme Tom Hanks en Seul au monde sur son île déserte. En train d'observer d'autres mondes. Bon, la Lune, c'est la proche banlieue quand même. On est à quoi? Une seconde lumière. Ça se fait tranquille. On va augmenter encore un peu la luminosité. On va regarder sur les bords. Donc là, j'augmente un peu le temps d'exposition de manière à mieux voir la partie, le limbe, à la limite du terminateur. C'est vraiment là qu'on peut avoir les reliefs, les reliefs les plus fins. Donc c'est joli, j'essaierai peut-être de vous faire une photo après. Tranquillement, une fois qu'on aura fini. Au moins Copernic. Et Clavius, les grands classiques. Alors c'est un télescope qui peut encore, si le ciel était de meilleure qualité, on pourrait facilement doubler, monter à 5 mètres de focale. Doubler le grossissement. Plus de 5 mètres. Regardez lui, alors j'ai oublié son nom, mais on voit très bien en plein milieu, qui est encore dans l'ombre, il y a juste le bout du nez qui sort du pic rocheux. Je vous mettrai le nom sur impression. Ça fait tellement longtemps que j'observais plus la Lune que j'avoue, je m'y perds un peu dans les noms. Hier soir j'avais aperçu, mais on avait les failles de Triesnecker, mais on les voit plus là. J'ai beau passer dans les parages. Bon, eh bien, on va se quitter sur Clavius. Hop là. Ou sur un plan global de la Lune. Ça déborde, ça déborde. Un gros trou. Là, je suis sur X. Hop. Voilà. Un joli plan où on voit Clavius et Copernic. Alors Clavius, je crois que c'est le 3e plus gros cratère qu'on trouve au moins sur la face visible de la Lune, parce que la Lune, à mesure qu'elle tourne autour de la Terre, nous montre toujours la même face. Et Copernic là qui se voit comme le nez au milieu du visage. Magnifique rond. Allez, je vous dis bonne nuit.